C'est le cœur de l'agriculture. Si les sols ne sont pas en santé, ça va pas bien. L'appel de l'appel. de l'appel. L'appel de l'appel. Hello? Christian Asselin, ferme Christian Asselin, Bleuetière Asselin, producteur de fruits et légumes à La Noret. Une production d'environ 230 acres cultivables. Mes rotations, on joue aux 4 ans. Une année culture d'engrais vert, une année de haricots, une année d'engrais vert, une année de courge. On revient en engrais vert. Il y a tout le temps un engrais vert entre chaque culture. Si on ne fait pas l'engrais vert à tous les 2 ans, on va vraiment épuiser le sol. Donc, on n'a pas le choix. Il faut faire ça. C'est une année qui n'est pas payante financièrement, mais c'est une année qui est payante agronomiquement. Dans le temps de mon père, c'était du seigle qu'il faisait en rotation avec le tabac. Par la suite, bien, nous autres ici, ça a toujours été ça. J'ai toujours vu du seigle, une année payante, une année de seigle en rotation. Je me pose plusieurs questions sur l'état de santé de mes sols. Premièrement, le sous-solage, est-ce que c'est nécessaire? Je sais qu'on le passe à peu près 2 à 3 ans. Je le fais-tu de la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne chose? Ensuite, ma matière organique, elle baisse tout le temps. Comment je fais pour la réaugmenter? Du moins s'organiser qu'elle baisse plus. J'ai plusieurs machineries que j'utilise. Je l'utilise-tu de la bonne façon? Est-ce que c'est les bonnes machineries aussi que j'utilise? Encore là, on ne le sait pas. Ensuite, mes sols sont quand même assez acides. On le voit avec les bleuets. Mais pour certaines autres cultures, il faut que je corrige. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Ici, on est dans la région de Lanaudière. On est dans un secteur là, où on a un gros dépôt de sable. On est dans un dépôt qu'on dit deltaïque parce que, dans le fond, quand la mer de Champlain s'est retirée, ça a créé des rivières. Les rivières étaient plus gonflées. Puis c'est vraiment, là, ça s'est déposé. Fait qu'on va regarder nos cartes de sol. On a différentes façons de les consulter. Il y a InfoSol. Il y a aussi sur le site Internet de l'IRDA, on peut aller chercher un KMZ qu'on est capable de télécharger dans un logiciel pour les visualiser. Aussi, on va aller consulter l'étude pédologique parce que dans ça, on a beaucoup d'informations. Même si elle est vieille ici, là, on est dans le comté de Joliette. C'est une étude qui date là, de 1961. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des propriétés dynamiques qui ont changé, mais tout ce qui est propriété stable, la texture, la granulométrie, le drainage, tout ça, c'est toutes des choses qui n'ont pas bougé. On a aussi une idée un peu du potentiel de notre sol également, puis des fois, il est mention aussi des limitations. Ici, on est dans la série Saint-Thomas. La série Saint-Thomas, c'est un matériel composé de sable fin, vraiment profond. Ça, c'est un podzol, donc c'est un sol qui est bien drainé naturellement. Donc, on devrait voir un bel horizon de couleur rouille. Il y a des choses qu'on va regarder ici. On va regarder justement s'il n'y aurait pas des concrétions de fer. C'est des sols qui sont sensibles à ça. Une concrétion, c'est que dans le fond, on a des oxydes de fer et d'aluminium. Ils vont lessiver dans le profil. Puis là, ça va se colmater avec la matière organique. Puis là, ça vient vraiment comme cimenter. C'est vraiment une croûte très dure. Puis ça, c'est des phénomènes naturels. Comme on peut le voir, bien, ça, c'est un sable fin, donc sensible à l'érosion éolienne, évidemment. On va peut-être voir aussi de la compaction. Donc, on a comme une plaine de sable entourée de sol organique ici. C'est ce qu'on voit sur la carte. Christian nous a laissé là, un petit carré de seigle. C'est notre carré de sable. On va aller jouer dedans, c'est sûr. On va faire un beau gros profil. On va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Notre profil de sol est creusé. La première chose à identifier, c'est de regarder un peu de quoi est composé notre sol, c'est quoi les matériaux. Fait que pour ça, on a creusé quand même assez profondément. Après ça, on va identifier nos horizons de sol aussi. On va regarder les couleurs, tout ça. On va faire nos textures de sol. Fait que ça va nous permettre d'identifier la nature de notre sol. Ici, bien, on la voit très bien, là, la différence. Là, ici, on est carrément vraiment dans un podzol parce qu'on a notre horizon là, qui est de couleur rouille, donc qui est bien aéré, les oxydes de fer. En fait, le fer s'est oxydé. Ici, on a notre horizon AP qui est d'une profondeur de à peu près 29-30 cm. Ensuite, on va faire nos textures de sol. Donc, on le voit quand même à l'œil nu, on voit bien les particules de sable. Et après ça, on va aller en profondeur, on va aller voir s'il n'y a pas une autre texture différente. Fait que là, je vais aller au début de l'horizon B, on va se refaire une texture, mais encore là, on le voit. Puis le sable, là,
quand même assez fin ici, là. On a creusé, là, on est quasiment rendu jusqu'à 1 mètre, puis c'est du sable, là, du début jusqu'à la fin. Pas très dense à vue la sécheresse, avec un petit peu de pied de coque. On a fait une analyse de sol dans le champ récemment. On a été vraiment analyser les 2 types dans l'horizon A. On est allé chercher le 0,10 cm et le 10 cm à 30 cm pour voir s'il y avait une différence qui pouvait expliquer le peu de descente des racines. Le résultat chimique a sorti que c'est semblable dans les 2 zones. C'est une analyse qui montre bien que c'est un sol qui est pauvre en magnésium. Donc, le ratio autant calcium, magnésium que potassium, magnésium n'est pas optimal. Le phosphore ici, il est excessivement riche par l'historique de culture du tabac anciennement. Même côté P/L aussi, il est très riche, là. La matière organique dans la partie 0,10 est de 2,1 % et dans la partie 10-30 est de 2,3 %. Les pH du sol ici sont très semblables dans les 2 zones. Donc, c'est un pH tampon à 6,5 les 2, un pH haut dans le haut de 5,8 et dans le bas de 5,9. Ensuite de ça, on va vraiment regarder par horizon, par couche, la structure de notre sol. C'est là qu'on va faire des liens entre les pratiques que Christian nous a dit, puis on va voir c'est quoi l'impact que ça a eu sur notre sol. Puis là, bien, on peut prendre le couteau tout simplement aussi pour commencer, hein, pour voir s'il n'y a pas, même dans le AP, on pourrait avoir une différence de structure. Fait que là, bien, je vais essayer de prendre mon couteau, de l'enfoncer dans le sol, toujours avec la même pression. Jusqu'ici, là, ça va quand même assez bien. Puis ici, là, c'est plus difficile, là. Fait que là, moi, ici, ce que je vais faire, je vais séparer l'horizon de surface, l'horizon AP en 2. Je vais faire une structure ici, une structure dans la partie inférieure. Puis après ça, on ira en faire un peu plus en profondeur là, si on voit que c'est nécessaire. Donc vraiment, la surface, c'est des sols qu'on trouve souvent particulaires. On le voit aussi, tu sais, les agrégats de sol sont, quand il y en a, sont très petits, sont assez granulaires. Notre sol est quand même humide. Il est tombé une bonne pluie la nuit dernière. Mais ici, là, c'est vraiment poudreux là, en surface là, quand c'est sec. Tu sais, ça ressemble un peu d'un désert, là. Ensuite, bien là, on va aller voir notre horizon AP2, donc dans la section inférieure. Puis là, on voit tout de suite, hein, quand on regarde, nos agrégats sont plus gros, plus grossiers. Fait que c'est des sols qui sont quand même assez fragiles aussi, là. C'est pour ça qu'il faut bien les enrichir de matière organique, parce que c'est ça qui va faire le lien. Ce ne sera pas le complexe argilo-humique qui va le faire, c'est la matière organique qui va lier tout ça. Structure facile à se faire, mais facile à défaire aussi. Ouais. Et plus en profondeur, bien là, on tombe vraiment dans un sable là, typique, là, particulière, là. Donc, il n'y a plus de structure. Il n'y a plus de structure. J'ai pas vraiment besoin de l'analyse chimique pour voir que dans ce sol-là, on n'a pas beaucoup de matière organique. Puis on gagnerait à essayer d'avoir un petit peu plus de matière organique parce qu'on le sait, la matière organique va retenir l'eau aussi, va aider à former les agrégats, à lier tout ça. Alors, on voit qu'ici, le AP, il est brun. Il n'est pas noir. Okay. C'est déjà là un bon indice qu'il est faible en matière organique. Fait que c'est un sol qu'il faut faire attention, pas trop travailler fréquemment, puis pas trop agressivement non plus. Parce que, comme Lucie l'a dit, on peut facilement défaire cette structure-là. Puis, à chaque fois qu'on fait un travail de sol dans ce sol-là, bien, on brûle la matière organique, on met le feu dedans. Ici, cette zone-là, il y a peut-être 2 choses par lesquelles on pourrait l'expliquer. Donc, ça se demandait si ça pourrait pas être aussi un petit signe de compaction, parce qu'on est dans un sable fin, puis les sables fins, on peut les compacter si on travaille avec une machinerie trop lourde. Mais ça peut être aussi, justement, un début de concrétion, c'est-à-dire nos oxydes de fer, d'aluminium dans les podzol qui migrent, qui viennent se lier ensemble pour faire une zone un petit peu plus compacte, plus dure. Quand c'est possible, quand on a des racines, on va regarder, voir s'il n'y a pas une zone qui pourrait limiter. Puis ici, bien, c'est sûr qu'on est dans le seigle, mais on voit vraiment que les racines de seigle là, se maintiennent vraiment en surface du sol, puis vraiment dans la zone qui est un petit peu plus dure, un petit peu plus compacte. Ils vont pas là.
Je vais aller vous présenter les équipements que j'utilise un peu sur ma ferme. Ça, c'est mon ERS Offset. Ça, j'utilise ça normalement au mois d'août puis à l'automne pour vraiment enfouir les cultures, soit de rotation ou des cultures payantes, comme telles, des courges. C'est quand même assez agressif. C'est pas un appareil de finition. Ça, c'est mon chisel. Ça, c'est vraiment pour retourner le sol. Ça fait un petit peu l'effet d'un labour. Ça, c'est un appareil, ça, que possiblement qu'on va essayer de moins utiliser. Mon père, dans les premiers temps, utilisait une charrue aversoir, puis après ça, il a changé pour un modèle à chisel parce que c'était moins agressif. Mais là, les techniques, elles évoluent. Plusieurs nouveaux types de machines. Il y a comme des déchaumeuses qui m'intéresseraient peut-être. Ça, c'est mon vibroculteur ou un cultivateur. Ça, c'est vraiment l'outil que je prends pour préparer ma planche de semis. Je travaille environ entre 3 et 4 pouces avec celui-là. Je pourrais aller plus profondément, mais j'y vais seulement en surface, c'est assez. La fameuse sous-soleuse. À savoir si on doit utiliser ça ou pas dans mes types de sols. J'essaie de l'utiliser seulement dans des sols où c'est que je sais que c'est des bas-fonds, où c'est que c'est beaucoup plus humide. Là-dessus, je vous laisse le bonjour. Le sous-solage, est-ce que c'est nécessaire? Je le fais-tu de la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne chose? Le sous-solage ne devrait pas faire partie d'une opération routinière, d'une routine de travail. C'est un traitement pour corriger un problème qu'on aura diagnostiqué. Et si le sous-solage est fait dans des bonnes conditions, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de retourner faire le sous-solage. Je vous dirais qu'il y a deux conditions les plus difficiles à respecter, les plus importantes. Un, il faut que le profil de sol soit sec au moment du passage. Et la deuxième condition, c'est d'utiliser l'outil adéquat pour le faire, ce qui est plutôt difficile parce qu'au Québec, il y a une confusion autour du terme sous-soleuse. Les sous-soleuses, telles qu'on l'entend communément, c'est des outils généralement qui ne descendent pas assez profond, à mon goût, parce que la compaction, quand on en va au Québec, la compaction, c'est plus profond qu'une simple semelle de labour, comme on dit. Pour s'assurer de briser l'horizon de compaction, on mesure environ 10 cm, c'est-à-dire 4 pouces sous la fin de la zone de compaction, et c'est là qui va être notre profondeur cible pour le passage de la sous-soleuse. Dans le sable Saint-Thomas qu'on a observé tantôt, on a vu un horizon qui était plus dur, un peu plus compact. J'hésite à appeler ça de la compaction comme telle parce que la compaction est tellement répandue et tellement plus prononcée que ça. Personnellement, je crois que simplement en faisant une rotation, en faisant attention au sol, en évitant de passer dans des conditions de sol humide, puis en intégrant des cultures de couverture et une rotation de culture, ça ne sera pas long que les racines vont pouvoir émietter cet horizon-là et régler le problème de densité un peu plus élevé. C'est possible que dans certains de ces champs ailleurs, il y a des cas de compaction plus sévères qui méritent le passage de sous-soleuse. Normalement, le sous-solage est la dernière opération qu'on fait dans la saison. On ne devrait pas retourner ni même RC ou semer, quoi que ce soit. C'est la dernière opération de la saison. Surtout dans un sol comme ça, des sols qui sont instables. Pour maintenir les ouvertures de la sous-soleuse en place, idéalement, on aura semé la culture de couverture, idéalement une moutarde ou un radis, la veille ou 2 jours avant le passage de la sous-soleuse. Mais après, on ne retourne pas dans le champ. Ma matière organique, elle baisse tout le temps. Comment je fais pour la réaugmenter? Du moins s'organiser qu'elle ne baisse plus. Une bonne solution pour augmenter la matière organique des sols, c'est l'apport d'engrais verts dans les champs en rotation de culture. Donc, c'est dans les propositions d'aller vers des mélanges qui présentent, exemple, des légumineuses qui ont des systèmes racinaires plus en structure et qui vont descendre dans les différents horizons. Exemple, la veste, qui est une plante qui va, une fois implantée, tolérer beaucoup la sécheresse. L'avantage dans les sables. Également le pois, qui fait aussi une masse racinaire, mais une biomasse aérienne très importante, du trèfle. Et toujours mixé avec une graminée aussi qui va aider. Un autre ajout qu'on pourrait faire, c'est du radis pour vraiment aller chercher une racine pivotante très profonde pour aider à casser la structure là, que nous voyons dans l'horizon A. J'ai plusieurs machineries que j'utilise. Je l'utilise-tu de la bonne façon? Est-ce que c'est les bonnes machineries aussi que j'utilise? Oui, souvent, moi je suis partisan de la simplification des passages de travail de sol.
en général et en particulier pour des sols sableux comme ceux-là. Donc, tous les facteurs qui vont créer un impact physique sur les agrégats de surface, pour le peu qu'on en ait, va les détruire. Donc, les émietter, les rendre en poussière, si on peut dire, puis les rendre sensibles à l'érosion éolienne aussi en passant. Donc, le mot d'ordre dans ces sols-là, c'est le moins de travail possible. La difficulté du producteur ici, comme de tous les producteurs qui travaillent des cultures maraîchères en sol sableux, c'est que on a de la misère à avoir des équipements qui vont aller semer en présence de résidus de culture. Donc, la principale motivation de travailler ces sols-là, c'est de se débarrasser des résidus de culture. Quant à moi, la solution, elle devrait résider plutôt dans essayer de trouver des compromis, puis de trouver des équipements qui vont laisser les résidus en place, mais qui vont permettre un semis sans obstruction, un semis uniforme dans ces terres-là. Donc, je verrais de s'équiper le moins possible d'équipements de travail de sol et plutôt d'investir dans des équipements de semis qui permettent de gérer ces quantités de résidus-là. C'est entendu que surtout dans un sol comme ça, je vois tendance à aller plutôt vers un herbicide que vers un travail du sol à l'automne. Parce que c'est sûr qu'un sol comme ça qui est exposé, laissé à nu durant l'hiver, au printemps, il n'y en a plus de structure. Défaire les agrégats dans des sols comme ça ne prend pas plusieurs années, là, ça prend juste une saison. Ça prend juste un hiver, une fonte des neiges, l'exposition à la pluie au printemps, puis on a perdu nos agrégats. Les gens cherchent à trouver des compromis entre le travail de sol conventionnel, intensif, et le semi-direct. Alors, ils vont choisir des outils qu'on appelle intermédiaires, de type, par exemple, déchaumeuse ou offset. Moi, je vois plus de désavantages que d'avantages à ça parce que ça heurte les particules de sol, les agrégats, ça défait les agrégats de sol assez facilement dans les sols légers. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je reviens à la question de départ. Est-ce que si c'est pour se débarrasser d'une couverture de résidus, ça va à l'encontre de la conservation du sol? Donc, il faudrait trouver des équipements de semis qui vont être capables de travailler dans des conditions comme celle-là. Et une des solutions, c'est peut-être de semer la culture de couverture en plein champ, sauf au moment du semis de la culture de couverture, réserver des bandes non semées où va être semée ou plantée la culture principale suivante. Ensuite, mes sols sont quand même assez acides. On le voit avec les bleuets. Mais pour certaines autres cultures, il faut que je corrige. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Christian a quand même une très bonne pratique de chaulage. Il chaule de façon régulière. C'est la preuve qu'il faut, dans le sable, c'est un élément qui descend rapidement. C'est des sols qui sont souvent une grande capacité d'acidité rapide. Donc, c'est à vérifier fréquemment. Mieux connaître ses sols, c'est la base d'une démarche qui vise à choisir ses outils de travail du sol, sa rotation de culture, comment gérer le sol dans l'ensemble. Depuis l'industrialisation de l'agriculture, on a mis l'accent beaucoup sur la fertilisation et la fertilité chimique, mais on a négligé les aspects physiques et biologiques du sol qui font partie intégrante de la fertilité du sol. La pédologie, dans le fond, c'est le parent pauvre de l'agronomie. Même parmi les agronomes, je pense qu'on a négligé l'aspect sol. Et on devrait remettre ça à l'avant-plan. À chaque fois qu'on va faire des profils de sol, accompagné du producteur ou du conseiller, là, à chaque fois, là, on trouve la solution ou on trouve au moins des indices qui nous permettent de mettre le doigt sur le bobo. C'est bien certain que moi, je suis partisan de l'usage de la pelle. Il n'y a pas rien qui peut remplacer ça. Quant à moi, il n'y a pas d'équipement sophistiqué ou quoi que ce soit. La pelle de la pelle. La pelle de la pelle. La pelle de la pelle. La pelle de la pelle.